Donc, dans ce schéma-là, comment des gens comme nous peuvent s'opposer autrement que par le concept? Et là, ça m'amène à la question de la dépression, de la névrose que tu as commencé à évoquer tout à l'heure. Parce qu'effectivement, le concept permet de faire le diagnostic, mais le dépassement du diagnostic passe par le spirituel. Mais on a dit tout à l'heure qu'on ne peut plus croire comme nos ancêtres. Ça, c'est une réalité. La foi du charbonnier, ça, on ne peut pas, malgré toute la bigoterie qui est en train de régner. En réalité, le scepticisme nous ronge de l'intérieur. Donc, comment peut-on s'accrocher quand même, retrouver un élan spirituel, tout en étant contaminé par cette raison dévoyée qui nous a structurés, qu'on le veuille ou non? Et comment éviter de sombrer dans la dépression de la névrose? Méthodiquement, quels sont vos conseils? Là, on en avait parlé hier d'un point de vue très pratique, mais dans mon livre, j'en parle à la fin du livre, tu sais, en disant, je m'appuie sur une très belle phrase de Robert Musil, qu'on a un peu oublié, qui est un des trois grands écrivains du XXe siècle, avec Céline et Proust, tu sais, l'idée du Mhm. roman intégral, dont le titre de son œuvre, qui lui a pris toute sa vie et qu'il n'a jamais terminé d'ailleurs, le titre est L'homme sans qualité. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, l'homme sans qualité. Quand on n'a pas lu Guénon, on ne comprend pas très bien ce que veut dire le titre, après on Mhm. comprend pas bien. Et lui, il dit que son propos, son travail de toute sa vie, c'était de réconcilier l'âme et la précision. C'est très beau parce Mhm. que c'est un truc que j'ai lu à 20 ans et ça m'a marqué. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais je savais que ça voulait dire beaucoup de choses. Et en fait, je suis en plein dedans. Réconcilier l'âme et la précision. La précision, c'est les mathématiques appliquées. Il n'est pas question d'y renoncer. Oui, bien Mais entendu. ces mathématiques appliquées nous ont éloignés de l'âme, c'est-à-dire non pas de Dieu comme instance qui nous punit ou qui nous demande de ne pas poser la question dans le Jardin d'Éden, Mhm. mais ce Dieu qui est pour moi le Dieu chrétien et qui est aussi le Dieu de miséricorde pour toi, qui est ce Dieu qui est bienveillant, qui est un espèce D'amour infini, de... de papa mondial et qui, voilà, qui est l'amour infini, qui est l'amour. Tu vois, réconcilier les mathématiques et l'amour, ça peut paraître un peu grossier comme truc, même New Mhm. Age, mais en fait, c'est le problème fondamental. Il faut aujourd'hui réconcilier les mathématiques et l'amour. Or, les mathématiques, telles qu'elles se sont accomplies dans un processus historique occidental, se sont développées contre l'amour, tu vois, Mhm. contre l'amour. Et Donc, il là, faudrait peut-être une forme de néotomisme. eh ben, c'est la question justement de la différence entre le logos grec et le logos chrétien, que j'ai découvert aussi par mes lectures. C'est que le logos, chez les thomistes et les néo-thomistes, c'est le Christ. Mhm. Et ça veut dire, c'est-à-dire qu'il réconcilie la maîtrise du monde par la connaissance qui est la connaissance des mathématiques, la maîtrise des mathématiques appliquées, et en même temps, il est le logos parce qu'il est l'amour, c'est-à-dire que c'est la connaissance infinie par la maîtrise infinie des mathématiques, et en même temps, l'équilibre nécessaire de l'amour infini, parce que sinon, on tombe dans la monstruosité. Hein. Donc, il n'est pas question, malheureusement, comme ça s'est fait, presque à notre insu, de détruire l'amour par les mathématiques, qui donne le monde technocratique glacial dans lequel on est aujourd'hui. On voit bien que c'est ça ce processus, de justifier toutes les laideurs et toutes les monstruosités par de l'axiomatique ou par des équations. On voit bien que c'est ce que font les salauds. Hein. Ils te disent, c'est comme ça, regardez, je vous présente Mhm. l'addition, regardez, ça tombe juste, tu sais, ça tombe juste, c'est Mhm. indiscutable. Et de l'autre côté, il n'est pas question non plus là, on pourrait penser peut-être à la proposition de Cousin, tu sais, sur euh, l'idée d'un paradis qui est non pas demain, mais qui est dans le plus lointain hier. Ce qui rejoint d'ailleurs en Mhm. étant marxiste et debordien la pensée traditionnelle. Tu sais, il faut revenir Mhm. avant le néolithique ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est sympa. Mais donc, il n'est pas question non plus de renoncer aux mathématiques pour revenir à une espèce d'amour primitif, tu sais, qui est la société sans classe, Mhm. peut-être du chasseur-cueilleur, parce que dès qu'il y a un début de division sociale du travail, il y a de l'émergence Ouais, d'inégalités, ça part en vrille immédiatement. Mhm. de violence et de froideur, tu vois. Mais Mhm. malheureusement, on ne revient pas en arrière. D'ailleurs, revenir en arrière est un truc hyper moderne, par définition. Tu vois, si tu dis, aujourd'hui, on va établir une société qui va être d'un point de vue moral comme celle de la chrétienté du Moyen Âge. C'est un projet éminemment moderne, ça ne veut pas dire revenir en arrière, ça veut dire comment pouvoir y arriver malgré tout le processus et tous les outils qui sont à notre disposition. Donc Mhm. même le rétro, d'ailleurs tu le vois dans la mode, le Ouais. rétro est toujours un projet de demain, tu vois ce que je veux dire? La mode Mhm. rétro et dire aujourd'hui je décide de remettre en avant des trucs de l'époque. Mhm. C'est pas un retour en arrière, il n'y a jamais de retour en arrière en réalité. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui,
il faut sortir du piège, évidemment le piège dominant qui est les mathématiques contre l'amour, revenir à l'amour en sacrifiant les mathématiques, qui sont un peu l'idée de, tu sais, qui est un piège aussi d'ailleurs que nous est tendu par le système, qui est l'idée de la décroissance, tu sais. On nous vend, tu sais, cette frugalité pour sauver la planète, le revenu universel, la frugalité, etc. Tu sais, qui est quand même cette idée un peu de sortir de ce monde technicien. Alors qu'en réalité, la solution, elle est toujours dialectique, c'est arriver à réconcilier et à faire marcher ensemble la plus grande des maîtrises techniques au service d'une très grande chaleur humaine, c'est-à-dire la maîtrise la maîtrise du monde et le souci de l'autre. Tu sais, l'idéologie du Christ, elle est vraiment très très simple. Aimez-vous les uns les autres, c'est le message qui dit, sinon ça finira mal. Aimez-vous et ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est la question morale fondamentale, hein. C'est encore plus simple que l'impératif catégorique de Kant. D'ailleurs, j'y pensais. Ça rejoint complètement, tu vois. Et on en est strictement là aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que moi, un type qui te justifie par de la raison, par de l'histoire, par de la politique, la souffrance des Palestiniens infligée aujourd'hui, c'est un salaud, parce que moi, ce que je vois, c'est cette souffrance qui n'est pas indicible, hein, elle est dissible, elle est inacceptable. Il n'y a pas à la justifier, il y a à essayer de faire en sorte qu'elle s'arrête ou qu'elle régresse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le monde politique est le monde du moins pire. Quiconque la justifie est un salaud, tu vois, et son argumentaire, j'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est là, à un moment donné, je sais ce que c'est, moi, que la raison, tu vois. La raison, ce n'est jamais de justifier la saloperie. Tu vois ce que jamais. Et c'est là où je reviens d'ailleurs à cette question fondamentale du bien dans le marxisme, qui est quand même une morale aussi. Hein, il n'y a pas de marxisme scientifique, machin, blabla. C'est la question de la mise en relation de la production et de la consommation. Tu vois, qui travaille et qui jouit. Et normalement, un monde équilibré, un monde du bien, c'est un équilibre entre ton travail et ta jouissance. Et c'est d'ailleurs le but du communisme. Tu sais, quand tu regardes les dernières phrases posées par Marx, il n'y a rien il y a rien d'écrit sur le communisme dans le marxisme. Hein. C'est simplement le but. Et c'est à la fin la réconciliation de l'homme avec lui-même et avec la nature. Tu vois. Et c'est chacun produit selon ses moyens et consomme selon ses besoins. C'est une vision de morale collective intégrale. Tu vois, faut pas oublier. Et cette morale, pour ne pas être une morale de pacotille, doit passer par la production, par la question de la production. Tu vois, parce que la question, elle est là. Quelqu'un qui sépare la question de la production de la question morale, c'est le travail de Rushdie avec son nietzschéisme, hein, tu vois, et quelqu'un qui est déjà en train de tricher et de t'escroquer, tu vois. Moi, la question fondamentale, c'est je suis un intellectuel, je ne travaille pas de mes mains, je ne produis rien que du concept. Ce concept que je produis, s'il va avoir un sens moral, il faut qu'il soit mis au service de l'émancipation des producteurs réels, tu vois. Et c'est ça la position de l'intellectuel respectable dans la vision marxiste. C'est qu'il doit contribuer par son travail intellectuel. C'est pour ça que tu as deux êtres moraux en dehors des êtres de la production dans la vision morale marxiste. C'est le technicien, parce le progrès technique profite à tous. C'est le travail complexe. Comment dirais-je, l'intellectuel, parce qu'il aide les masses à comprendre. Parce que les masses n'ont pas le temps. C'est la question d'ailleurs très intéressante de la psychologie marxiste, qui est la question de l'emploi du temps. Un travailleur productif qui dans toute la force de travail, est consacré à la production, n'a pas le temps de développer de la connaissance de concept. Pour ça, il y a une division du travail. Ça s'appelle l'intellectuel. Mais si l'intellectuel met ce travail au service des prédateurs économiques et non pas au service de ceux qui le nourrissent par leur travail relativement sacrificiel, c'est un être d'immoralité. Et ça, c'est des catégories dont moi, je n'ai jamais voulu sortir. On m'a proposé, on m'a dit, Alain, tu es intelligent, rejoins l'équipe. J'ai vu Becbédé le faire, j'ai vu Yann Moix le faire. Et ben moi, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai eu la chance, qui est du talent, du hasard, de la chance, un peu de chance forcément, d'avoir pu échapper à l'impératif de production radicale, c'est-à-dire que pour survivre, de vendre ta force de travail 8 heures par jour, qui fait que quand tu rentres le soir, tu es crevé, tu dors. Tu n'as pas le temps de lire de la métaphysique, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai pu libérer du temps de travail pour faire ce travail. Et forcément, pendant que je ne faisais pas ce travail de production, d'autres le faisaient à ma place. Tu vois, le facteur m'amène le courrier, le laitier m'amène le lait, tu vois, le plombier répare mon robinet, etc., etc. Et moi, je me suis dit, je suis lié
je suis lié au monde de la production. Toujours une vision à la fois morale et, je dirais, hegelienne. Nous sommes tous interconnectés dans cette logique de la production. Qui produit, qui consomme. Et moi, je me dis, je produis quand même quelque chose qui est moins fatigant que de travailler avec un marteau-piqueur. Tu vois, je suis chez moi. J'ai de la valorisation en plus symbolique et culturelle relative, même si je suis persécuté, mais ça, c'est encore un autre problème. Je dois quelque chose. Et c'est pour ça que j'aimais bien dans le maoïsme, tu vois, je m'intéresse à tout, qu'on envoyait l'étudiant travailler dans les champs, tu sais, au moins un mois par mois, Mhm. pour qu'ils comprennent que ces études qui coûtent très cher à la collectivité étaient payées par le travail des paysans. Et qu'il fallait à un moment donné que quand il s'élèverait comme techno-gestionnaire de l'appareil global de production, il se rappelle qu'il a pu s'élever dans la hiérarchie parce que les paysans cultivent la terre. Il leur doit quelque chose. Tu vois? Tu Mhm. vois? Et là, on est au contraire de la PAC, tu vois? De la politique que touche pas le Maroc directement, mais enfin, qui touche la France et profondément, parce que ça touche aussi, quand on aura tué toute la paysannerie traditionnelle, qui va entretenir le jardin français? C'est-à-dire non Mhm. pas la nature, mais la campagne. Ça n'existe pas la nature chez nous. La nature, ça existe peut-être dans certains endroits d'Afrique ou en Amazonie, mais chez nous, c'est la campagne. C'est un jardin travaillé par des générations et des générations de paysans. Si Mhm. on pousse la dérive de la réforme capitaliste de l'agriculture jusqu'au bout, qui va entretenir ce merveilleux jardin qui s'appelle le paysage français, hein? Mhm. C'est la question. C'est une question morale, même une question esthétique, comme tu peux le Mhm. remarquer. Bah, c'est la question du paysage. La question du paysage. Quand tu prends le Mhm. train avec un TGV, que tu regardes par la fenêtre et que tu vas d'une ville à une autre, tu vas voir que la France est encore énormément agricole, même si c'est Mhm. très peu de gens qui font ce travail. T'imagines? 1,4% de la population française qui nourrit plus que toute la France et qui entretient le jardin français, ça mérite le respect. Ça mérite pas de les pousser au suicide. Et tu vois, je veux dire, et là, tu vois, on est dans le très concret. Et tout ça, c'est toujours la morale du travail, la morale du rapport production-consommation. Et d'ailleurs, la morale du travailleur plus que la morale du prolétaire, tu vois, c'est là où Mhm. Proudhon m'intéresse plus que Marx. Euh, Il y a des entrepreneurs qui sont des grands travailleurs et qu'on prend Mhm. pour des exploiteurs parce qu'ils sont du côté, soi-disant, du patronat. Et Tu qui vois? souvent Et ça, travaillent d'ailleurs plus que leurs salariés. ah Ils oui, viennent bien les sûr, premiers, ils 100%. partent les derniers. Oui, oui, bien sûr, oui. Et sans protection Mhm. sociale. Moi, Tout je à le sais, je fait. suis patron de PME, hein. Je le Mhm. sais, tu vois. Donc, tu vois, on revient toujours, quand on parle d'économie, à la question morale fondamentale. Et cette question morale, tu te dis que tu l'abordes de manière très matérialiste ou très spiritualiste. Il n'y a jamais d'opposition frontale, tu vois. Mhm. Quand Jésus chasse les marchands du temple, ça veut dire quelque chose, tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Quand tu t'intéresses à ce qu'on appelle, je crois, la finance islamique, Mhm. a exactement cette donnée fondamentale dedans, même si elle est contournée aujourd'hui totalement. Je Tout vais à fait, pas, là. je vais pas avoir la naïveté de croire que les Saoudiens On est d'accord, ni la les finance Qataris, islamique. ni... Ils, ouais, pa- ils passent par des médiateurs extérieurs pour, Mhm. mais enfin, après, il y a un coût social. C'est que si tu as une pratique de l'économie totalement antisociale, ce qui est le cas de la finance mondialisée, à un moment donné, il y a un coût qui rejoint la phrase de Flaubert qui disait: Je ne comprends rien à la politique sauf l'émeute. C'est qu'à un moment donné, quand tu es allé trop loin dans la négation du social par l'économie, ce qui peut arriver, c'est que tu sois milliardaire, mais tu n'as plus d'argent, t'as plus le temps de le dépenser parce que tu t'es fait assassiner lors d'une révolution violente, tu vois. Mhm. Mhm. Et ça, moi, ça m'intéresse, tu vois. Pourquoi, à un moment donné, il y a des phénomènes d'irruption révolutionnaire où on coupe des têtes? Je rappelle que ce qui a fondé la République française, c'est pour ça que j'aime pas que la République française se gauze de l'islamisme, parce que nous, en fait, on a fondé notre mutation politique sur la décapitation systématique. Tu vois, Mhm. c'est Ouais, pas spécifique à Daesh, tu vois ce que je veux dire? Ça s'appelle la guillotine, tu vois. ouais. Donc, tu vois, il faudrait se rappeler quand même, tu vois, voilà, on est finalement pas si éloignés que ça les Mhm. uns des autres. On est quand même tous frères en humanité, par Dans le des pire manières comme dans le meilleur. de Donc manger là, certains plats c'est... et de ouais. tuer, tu vois. Donc là, c'est échappé à la dépression et au nihilisme Oui, alors oui, j'avais par un dit, travail. j'avais amené simplement sur la Ouais. question morale Oui. qui était personnelle. Après, c'est simple. Moi, je me suis posé cette question parce qu'à un moment donné, je me suis dit que je devenais fou. Parce qu'en fait, tout ce que j'avais accompli comme travail, je dirais, sur moi-même, travail intellectuel, etc., m'amenait à un isolement et une Mhm. marginalisation de plus en plus poussée. Et être seul, c'est la douleur, hein. Je veux dire, l'homme est un animal social, hein, voilà. Et je me suis posé cette question
Alors j'ai compris que la société dérivait vers quelque chose d'assez moche, puisque tout ce qu'on me proposait, c'était travailler dans la publicité ou dans le journalisme. C'est-à-dire en fait dans le spectacle, et ce qu'on appelait, tu sais, être un animateur du procès de consommation. Tu vois, Kluskar avait des termes très précis pour ça. C'est-à-dire d'être un facilitateur de vente. Et en plus de Ouais. vente d'objets en général inutiles et transitionnels. Et ça, je me dis, ça m'intéresse pas, quoi. Et en dehors de ça, on me disait, ben, c'est le chômage et la solitude, tu vois. Et là, je suis rentré dans le militantisme politique. Et par ce militantisme politique, je suis rentré dans l'idée de la communion et du collectif, c'est-à-dire avoir des gens avec qui tu peux communier, c'est-à-dire qui ont compris la même chose que toi, qui fait que tu ne te sens pas seul et que tu ne te sens pas fou. Et moi, si j'ai monté Égalité et Réconciliation, d'ailleurs, je l'ai monté parce qu'on m'a demandé de le monter, tu vois, ça venait pas de moi au départ, c'est parce que quand tu es avec d'autres gens qui ont compris la même chose que toi et que tu es en contact avec eux, relativement direct, tu ressens deux choses profondes, c'est que tu n'es pas seul et que tu n'es pas fou. Quand tu ne te sens pas seul et pas fou, ça va déjà un peu mieux, Ouais. tu vois. Tu échappes au suicide. Parce que moi, je te dis honnêtement, hein, la question du suicide s'est posée très, très souvent chez moi. Elle se pose d'ailleurs de moins en moins parce que mes obligations familiales, collectives, me l'interdisent, tu vois, me l'interdisent. Mais à un moment donné de ma vie, entre 20 et 30 ans, la question du suicide s'est posée quotidiennement pour moi, tu vois, quotidiennement, à cause de ce chemin où j'essayais de m'élever en pensant que j'étais un être, ce qu'on appelle un honnête homme. Je me cultivais, je faisais du sport pour être un être de courage et de connaissance. J'essayais de mettre ça au service d'une certaine morale collective. J'avais été élevé là-dedans, d'une certaine manière. J'étais un bon Français, tu sais. Et je voyais que ça me créait de plus en plus d'ennui et de marginalisation. Je me disais, Alain, le chemin, c'est la mort. Alors, je lisais de Hagakure, tu sais, le livre des samouraïs. Japonais, oui. D'ailleurs, c'est l'exergue d'un de mes livres. Et je compris que la voie du samouraï, c'est la mort. Entre la vie et la mort, choisis sans hésiter la mort. Rien n'est plus facile. Rassemble ton courage et agis. Et à un moment donné, j'étais presque dans une logique samouraï sacrificielle, tu vois. Je m'intéressais à Mishima, etc., tu vois. Et puis, j'ai dépassé ce stade par l'implication collective. Des gens m'ont dit, ta pensée nous intéresse, crée un collectif, on est avec toi. Et ça s'appelle égalité réconciliation. Et aujourd'hui, je suis quand même, grâce à ça, je ne suis pas dans la solitude, je ne suis pas dans la folie, je transmets, donc je suis dans la responsabilité. Il y a deux types de responsabilité. Le père, le professeur, tu vois. Tu n'as pas le droit de te retirer du monde, tu n'as pas le droit de te suicider parce que tu as des enfants ou des élèves, tu vois. Tu es responsable, tu as des responsabilités. Or, tout ce qui te déresponsabilise, t'isole, t'isole, Te pousse à la euh, mort. te conduit à penser que tu es un être dysfonctionnel, c'est-à-dire un déséquilibré. Parce que tu dis, les gens te disent, si tu ne fonctionnes pas dans cette société, c'est de ta faute, tu es déséquilibré. Or, quand tu lis des philosophes, tu dis quelqu'un qui se sent bien dans cette société est soit un fou, soit un salaud. Tu vois, tu peux trouver ce genre de citation, tu vois. Et à un moment donné, tu dépasses ce truc-là, tu retrouves des gens avec qui tu communies, c'est-à-dire tu échappes à la solitude, tu partages, tu échanges, et donc tu n'es plus seul, tu n'es plus fou, et tu es impliqué, qui est une phrase, tu sais, la phrase de Pascal, je suis impliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait d'avoir un rendez-vous demain, un travail qu'on t'a demandé, que tu vas faire pour le collectif, tu vois, une vidéo à tourner, un texte à traduire, tu vois, tu vois, une émission à tourner, eh ben, ça t'éloigne de la mort, ça t'éloigne de la mort. Voilà. Après, Et ça, je sais. il y a la question, vous parlez du collectif, mais il y a la question de la structuration du collectif, parce que vous avez évoqué dans d'autres vidéos, bon, premièrement, vous avez été trahi par beaucoup de gens, parce que aimer son prochain, c'est joli, mais quand le prochain est dégueulasse, c'est quand même un peu compliqué. Et il y a la question du livre, en fait, la question de l'égalité et de l'inégalité. Vous avez déjà développé l'idée que par empathie et par amour chrétien, vous avez développé une logique égalité horizontale. Et vous avez vite Oui, compris que, ça, voilà, c'est cher. finalement, ce qui marche, c'est Ça, l'inégalité. c'est cher. Ça Oui, va oui, j'ai coûter cher. redécouvert. Mais comment restaurer une inégalité légitime avec des gens qui sont structurés mentalement par l'égalitarisme? Même le collectif peut être Non, il y dysfonctionnel a et une réponse décevoir. quand même. Il y a une Ouais. réponse. Alors, évidemment, il y a la malhonnêteté, il y a la compétition, il y a la théorie de René Girard, là, tu sais, Oui, le mimétisme, désir mimétique. le mimétisme. Mhm. Mais il y a quand même quelque chose à mener, c'est que tu peux être égalitaire et hiérarchique quand tu comprends qu'il y a des maîtrises et une hiérarchie en fait par la maîtrise, c'est-à-dire la hiérarchie légitime. Mhm. Je me suis toujours posé cette question très simple des hiérarchies illégitimes et légitimes. Il n'y a pas de société autogérée, ça n'existe pas.
Franchement, j'ai regardé même des exemples pratiques, Berliet, Lippe, tu sais, parce que c'est Mhm. mon côté marxiste, je vais sur le terrain et je regarde. En réalité, il y a toujours un leader qui émerge, parce qu'en réalité, il a une énergie en lui, une vision, une capacité, je dirais, et qui est reconnue en général par les autres. Mhm. Ça ne se passe pas toujours strictement comme ça, mais il y a quand même l'idée de hiérarchie légitime. Et la hiérarchie légitime, c'est toujours pareil. Elle est légitimée par quoi? Le travail. Le travail. Le travail qui produit la compétence, quoi, tu vois, parce qu'il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de valeur de supériorité magique. Tu sais, le mec qui est né avec la science Mhm. infuse, ça n'existe pas. Même un champion, moi je m'intéresse beaucoup au sport parce que c'est très moral le sport. Un champion, c'est quelqu'un qui est doué, et être doué, ça veut dire qu'il a très envie. Il a très envie d'être Mhm. doué, tu Mhm. vois. Et effectivement, il a quelques facilités qui fait qu'il il investit son travail parce qu'il sent qu'il y a un Mhm. retour sur investissement, tu vois. Mais il n'y a pas de champion paresseux, ça n'existe pas. J'ai connu d'ailleurs beaucoup de boxeurs paresseux parce que très doués, ils sont jamais devenus champions. Les champions, c'est toujours celui qui était le deuxième, pas le premier. Parce Mhm. que lui, il fallait qu'il travaille beaucoup pour dépasser le premier. Et il avait l'humilité, tu vois, du travailleur. Et l'autre, il était dans l'arrogance du doué et il arrivait à rien. Et ça, c'est malheureusement une constante que tu vois quand tu avances dans l'âge, chez des types que tu dis, ils avaient toutes les qualités, ils ont sombré dans l'alcoolisme, tu vois, ils n'ont jamais écrit le bouquin qu'ils devaient écrire parce que ils étaient doués, que c'était trop facile et du coup, ils faisaient rien. Et donc, il y a cette idée, effectivement, qu'on peut être très égalitaire tout en admettant la nécessité des hiérarchies. Ces hiérarchies doivent être fonctionnelles, et pour être fonctionnelles, elles doivent être basées sur la compétence. Et la compétence, c'est quand même le travail. On dit d'ailleurs qu'un patron de PME honnête, c'est un type qui a monté l'entreprise, donc qui a eu l'idée initiale, Mhm. qui l'a développée, Qui a qui pris a le pu la risque. développer parce qu'il a réuni des gens autour de lui qui gèrent de manière fonctionnelle, c'est-à-dire dans le respect et l'autorité admise. Et en même temps, tu vérifies en général, c'est celui qui arrive le premier et qui part le dernier. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Sinon, ça s'appelle le fils à papa, tu sais, Tout à l'héritier qui fait. te flingue l'entreprise très vite. Ah, qui est Et le parachuté. dernier, qui est arrogant, qui traite mal les secrétaires, tu vois. Mhm. Moi, les rares fois où je me suis battu dans le journalisme, c'est que j'ai cassé la gueule à des mecs qui étaient rédacteurs en chef adjoint, qui traitaient mal, qui faisaient pleurer les stagiaires, tu vois. J'ai botté des culs, tu vois, parce que ça me paraissait insupportable, tu vois. Et en Mhm. général, c'était des êtres détestables, tu vois. Après, Il y en a qui. il y a la question de la rareté qu'il faut cultiver quand on dirige un groupe. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont au départ subjugués par le leader, de par ses qualités, de par le travail qu'il réalise, et donc ils le voient comme légitime. Mais à force de le fréquenter, de le côtoyer, il y a une forme de banalisation qui se fait et qui ouvre la voie à cet égalitarisme totalement dévoyé. Et l'individu perd de sa magie, ce leader-là. Et on cesse de voir la légitimité, on le voit comme bah, je pourrais être à sa place, je pourrais le remplacer, mais au fait, il n'a rien de plus que moi, il est humain comme moi, voilà, etc. Il a ses limites. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le collectif? Non, Des franchement, gens qui sont subjugués, mais puis qui finissent par croire qu'ils peuvent vous remplacer. moi, ce qui m'est arrivé, c'est que par manque de, je sais, on peut dire manque de trop grande gentillesse, mais une gentillesse qui s'explique souvent par une forme de lâcheté. C'est-à-dire que j'ai souvent identifié des gens qui étaient un peu suspects dans leur relation à moi et leur manière, par exemple, de rejoindre le collectif. Et au lieu d'être strict, c'est-à-dire de ne pas laisser déraper la situation, j'ai laissé déraper la situation. D'abord parce que j'étais, comment dirais-je, certain de ma légitimité. Et ça, c'est Trotsky qui se croit plus malin que Staline. C'est peut-être vrai Hmm. qu'il était plus malin, mais ça suffit pas. Tu vois, à un moment donné, il faut faire le boulot. Ouais. Et donc, je le dis honnêtement, les problèmes que j'ai vécus en interne sont liés à la nature humaine. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, tu vois. Hein, tu peux rien y faire. Et aussi parce qu'en fait, je ne voulais pas vraiment incarner l'autorité complètement. C'est-à-dire que j'étais à la tête d'une organisation un peu parce qu'on m'y avait mise. Et je ne voulais pas assumer ce que ça demande, c'est-à-dire parfois de ce qu'on appelle de donner la punition, tu vois. C'est-à-dire cette rigueur où quand tu vois un mec qui déconne, lui dire j'ai vu que tu avais déconné. Et souvent, c'est très gênant d'aller agresser même si c'est justifié un type. Des fois, tu préfères ne pas voir parce Hmm. que voir, c'est agir. Et agir, c'est agir dans la confrontation, c'est pénible, tu sais. Donc, c'est souvent, j'ai voulu éviter les conflits Hmm. je les ai laissés grossir, tu vois. Ouais. Et Bon, ça, après, les choses se font naturellement et il y a une c'était de ma purge qui se part fait. comment dirais-je, un manque de cohérence dans le fait que j'étais le chef. Et qu'à un moment donné, quand tu es Hmm. chef, il faut que tu assumes d'être le chef. Parce que je suis devenu un peu chef par hasard.
C'était pas mon projet. Moi, j'étais un individu un peu, on va dire, anarchiste de droite de psychologie, même si j'étais marxiste au niveau du concept. Et des gens sont venus me voir, m'ont dit, on est des soraliens. Et des gens, une vingtaine de gens qui m'ont donné rendez-vous dans un café en début des années 2000, hein, au début des années 2000, ouais, au milieu des années 2000, avant 2007 en tout cas. Et ils m'ont dit, on est des soraliens, et j'ai vu 20 personnes autour de moi. Et ils m'ont demandé quelque part de gérer un collectif parce qu'ils étaient dans cette situation de solitude et de relatif sens de l'absurdité, et qu'ils étaient demandeurs justement d'activités communes. Alors au début, on se voit régulièrement dans un café. J'avais fait ça d'abord de façon embryonnaire en créant un collectif au Parti communiste qui s'appelait le collectif des travailleurs des médias, j'avais appelé ça, cellule Ramon Mercader, même si c'était pas tout à fait une cellule. Mais donc, toi, j'avais cette idée toujours du plaisir de l'action collective. Quand j'aimais le surréalisme, quand j'avais 15 ans, c'est parce que c'était une activité collective, artistique collective, avec des événements marrants, tu vois, des types Mhm. qui font des trucs à plusieurs. J'aime bien l'idée de faire des trucs à plusieurs. Voilà. L'écriture, c'est solitaire, et après, quand tu as fini d'écrire, tu fais des trucs à plusieurs. En ce moment, par exemple, j'organise tous les mois des entraînements de boxe. Tu sais, ça consiste à ce que 20 types viennent et on fait un entraînement collectif. Et j'adore l'idée de. Après, on va dîner ensemble. Tu vois, j'adore. Quelque part, j'étais fait pour être moine soldat, peut-être. Tu vois, si j'étais dans une vie antérieure, tu sais, Mhm. cette idée spirituelle et collective, combattant et spiritualité. Tu C'est vois, j'aurais bien. l'idée grecque également. Enfin, Oui, oui, Platon mais était un pas souvent lutteur. ça, tu sais, le chevalier de l'ordre de Malte. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ça, Ouais. franchement, je suis structuré comme ça, tu vois. J'ai un côté militaire, un côté artiste et penseur, et un côté très collectif. J'aime pas spécialement la solitude. L'écriture, c'est de la solitude. Mais j'aime bien pouvoir retrouver les potes. Tu vois, la bande Mhm. de potes, j'ai toujours adoré, la bande de motards, etc., etc. Bon, je m'éloigne un peu, mais Non, non, pas du tout, on y est, parce que voilà, moi, j'ai donc, identifié en déjà fait, deux éléments. le problème que j'ai rencontré, Oui. sont venus un peu de moi, parce que j'ai refusé de voir ce qu'impliquait le fait d'être un chef. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des obligations de violence. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des Mhm. obligations de dureté. Sinon, tu laisses gonfler les conflits. Parce qu'au début, je te dis, j'ai subi cette situation d'être le patron d'égalité et réconciliation en déléguant beaucoup, tu vois, en déléguant beaucoup et en continuant à me comporter un peu comme un individu artiste, tu vois, au- au- Mhm. à la tête d'un collectif qui est un collectif par hasard et par nature. Alors qu'à un moment donné, un collectif, ça se travaille. Mhm. Donc aujourd'hui, j'assume le fait complètement d'être à la tête d'une organisation collective et politique. Et l'assumer, ça veut dire consacrer beaucoup plus de travail à des choses avant que je laissais de côté et que je déléguais. Tu vois? De dialoguer avec d'abord d'avoir une hiérarchie très cohérente avec des types à la tête de chaque département qui ont la personnalité qui correspond pour être le chef de ce département. Quand c'est pas le cas, je les déplace ou je les mute en essayant de ne jamais humilier et Mhm. de ne jamais être injuste, tu vois, c'est compliqué, hein. Mais tu vois, et après, la structure est fonctionnelle, tu vois, comme un bel objet géométrique, tu vois. Et la hiérarchie, quand elle est fonctionnelle et donc relativement cohérente et légitime, le terme de fonctionnalité est très important dans la conception du monde. Ce qui est fonctionnel, c'est ce qui dure. Et si ça dure, c'est parce que c'est fondé, je dirais, en raison au sens le plus trivial du terme. Quand tout ce qui est dit fonctionnel a vocation à se casser la gueule, tu vois. Mhm. Tu vois, la noblesse versaillaise était totalement dysfonctionnelle et de plus en plus. L'Ancien Régime est tombé. Pourquoi les Vendéens n'ont pas voulu participer à la Révolution? Parce que la noblesse vendéenne de la propriété agricole, tu sais, de ce qu'on appelle la Vendée militaire, était aristocratique mais fonctionnelle, tu vois. Le Mhm. paysan savait pourquoi le noble était le noble et trouvait ça normal, parce qu'il y avait réellement une réciprocité, un échange, tu vois. À un moment donné, la nomenclatura soviétique devient totalement dysfonctionnelle. Elle est parasitaire, elle ment, et Mhm. plus rien ne fonctionne. Et le prolétaire qui avait accompagné la révolution au début parce qu'il y gagnait quelque chose, à la fin, il fait la queue pour voir des magasins vides. Eh ben, Mhm. ça va tomber et c'est tombé. Tu vois ce que je veux dire? La notion fonctionnelle-dysfonctionnelle est très importante. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie valide? C'est une théorie fonctionnelle. Tu vois? Qu'est-ce que c'est qu'une sociologie valide? C'est une sociologie fonctionnelle. Qu'est-ce qu'une société valide? Une organisation sociale valide, c'est une organisation sociale fonctionnelle. Fonctionnel. Et aujourd'hui, on est dans un monde totalement dysfonctionnel. L'URSS était devenu dysfonctionnel.
Donc, alors les gens se disent, bon, l'URSS s'est cassé la gueule, c'est le communisme, donc ce qui est fonctionnel, c'est le contraire, c'est le libéralisme, Mhm. la société américaine, Bon, soi-disant libérale. ça donne Fukuyama et tout le Voilà, délire. alors qu'en fait, on est une société fonctionnelle qui est tombée, qui était tellement dysfonctionnelle qu'elle est tombée en 90, et l'autre qui était un peu moins dysfonctionnelle parce qu'ils avaient peut-être résolu quelques contradictions de manière un peu plus habile ou pratique, moins théorique souvent, eh ben, elle tombe un peu plus tard, mais elle doit tomber. Elle est totalement. Mhm. Le capitalisme financier globalisé terminal, là, enfin, je dis terminal parce on espère toujours que c'est terminal, tu vois. Comment dirais-je, par rapport à la théorie libérale, c'est devenu totalement dysfonctionnel. Donc, ça Mhm. doit tomber. Alors après, ben, il va falloir créer derrière quelque chose de fonctionnel. Et pour revenir à mon sujet, égalité-réconciliation a eu à un moment donné des éléments de dysfonctionnalité qui étaient dus à la nature humaine, de la compétitivité, de la jalousie, enfin, ce qu'on appelle l'hommerie, tu vois. L'homme nouveau n'a jamais L'ego. existé, hein. L'homme nouveau n'a jamais, tu vois, c'est ce qu'on appelle Mhm. détermination relative, détermination absolue, tu vois. À un moment donné, tu dois partir de ça et tu dois le gérer. Et si ça a déconné chez nous souvent, avec des fâcheries avec des gens, etc., c'est que j'ai laissé des petits cancers grandir, tu vois. C'est un peu de ma faute. Et aujourd'hui, j'évite beaucoup plus. Mais éviter, c'est pareil, c'est gérer. Je sens qu'il y Mhm. a des gens en ce moment qui ont envie de m'attaquer pour se créer une petite niche, tu vois, et que c'est pas vraiment parce qu'ils critiquent ce qu'on fait, mais c'est parce qu'ils ont besoin de se créer une petite niche, en voyant qu'il y a des engueulades entre, je sais pas, je dirais par exemple entre Pierre Hillard et Xavier Moreau, et ils disent, tiens, on peut s'engouffrer là-dedans pour Mhm. piquer quelque part de marché égalité-réconciliation qui ne prend pas vraiment parti, tu vois. Et ça, je le vois. Alors, je me dis, bon, je comprends ce que le mec veut faire. Il doit avoir des problèmes de boulot ou de survie. En général, c'est question d'argent toujours. Je vais faire attention de ne pas m'énerver tout en envoyant les signaux pour lui faire comprendre que j'ai compris. Enfin, tu vois, Mhm. et ça, c'est vrai que c'est loin au départ de la philosophie et de ce qui m'excite au début, tu vois, de briller intellectuellement. On est un peu quand même dans ce qu'on appelle mettre les mains dans le cambouis, tu vois, Mhm. dans de la gestion un peu, c'est de la relation humaine. Et ça, c'est le truc que j'avais le plus sacrifié et souvent caché par de l'arrogance, tu sais, genre je Mhm. t'emmerde, tu sais. J'essaie Mhm. d'éviter maintenant de dire trop facilement je t'emmerde à un type qui m'emmerde, tu vois. Parce qu'effectivement, ça te fait plaisir sur le moment, ça crée du spectacle. Il y a aussi cette idée du spectacle YouTube, tu sais, Mhm. le clash, le Punchline, machin. des clashs. Les Ouais. mecs consomment tout ça, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et aujourd'hui, c'est la maturité sans doute, l'âge. J'admets que mon œuvre, c'est égalité et réconciliation, que c'est peut-être mon œuvre la plus importante, que de toute façon, j'ai mes livres pour dire que j'ai aussi une autre œuvre qui est une œuvre personnelle, dure, tu vois, qui s'appelle Le Concept. Et j'admets que donc cette chose qui s'appelle égalité et réconciliation et mon œuvre, elle s'est faite un peu à mon corps défendant, mais c'est quand même les gens me disent, ouais, ça restera. À un moment donné, entre 2000 et 2020, il y a des gens qui ont tenté de faire quelque chose collectivement et politiquement qui n'était pas de la soumission, de la trahison, de la répétition. Ça s'appelle égalité et réconciliation, du travail droit des valeurs pour une réconciliation nationale. C'était quelque chose d'intelligent, d'assez beau, d'assez courageux, Mhm. que c'est plus ou moins échoué. Bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et je me suis dit, et je me dis aujourd'hui, Alain, tu as l'obligation morale de continuer, tu vois ce que je veux dire, et non pas de laisser ce truc-là Mhm. vivoter, élégant un peu à gauche à droite, comme à des moments j'ai pu le faire, tu vois. Mhm. Et puis Donc, de préparer la relève également. exact. Et aussi préparer la relève, c'est-à-dire donner la parole au maximum Tout à fait. à un type qui est bon dans son domaine, qui est Youssef Indy, à un autre type qui est bon dans son domaine, qui est Pierre de Brague, à un type qui est bon dans son domaine, qui est Guyeno, et de dire, Mhm. voilà, mon organisation aide à faire que ces gens-là aient un accès, une visibilité, tu vois. Je n'essaye pas de flinguer tout le monde de manière à ce que aucune tête ne dépasse, parce qu'en plus, moi, Mhm. j'estime que je suis un généraliste. Je suis un généraliste et je m'appuie sur le travail de mes collègues spécialistes. Donc, quand Mhm. je veux une précision en théologie, je demande à Youssef Indy. Quand je veux une précision en maths physique, je demande à un garçon qui va sortir un livre bientôt chez nous, là, sur le pétrole. J'aime bien m'entourer de types qui sont spécialistes d'un domaine, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, tu C'est tout. vois. Ouais. Et Mhm. moi, je dis, mon truc, c'est que je suis quand même le type qui est capable d'être un bon généraliste. Tu vois, je connais suffisamment de chaque domaine pour pouvoir les articuler
Puis le Tu vois? travail de synthèse et de Voilà. Et mise en puis quand j'ai relation des besoin concepts. quand je dis, voilà, il faudrait un texte sur ça ou ça, bah, je fais appel à celui dont c'est le cœur du travail, tu vois. Et Mhm. moi, j'adore, ça c'est un truc que j'ai sans doute, j'adore admirer les gens. Je suis très déprimé quand je me sens meilleur que tout le monde, tu vois. Mhm. En boxe, j'ai toujours aimé voir des mecs meilleurs que moi et avoir des objectifs à atteindre et même être admiratif d'un type dont j'atteindrai jamais le niveau. Ça m'a jamais fait bander de cogner sur des mecs qui étaient moins bons que moi, tu vois, comme il y en a, tu sais, en boxe, tu Mhm. sais, tu vois. Et j'ai toujours aimé transmettre. Et pareil dans la connaissance, quand je lis un très bon texte de Guyeno sur tel et tel sujet, très bien écrit, très bien argumenté, etc., je suis vraiment content d'abord de pouvoir le lire et de savoir qu'il y a des types qui sont capables de produire de la qualité. En plus, ces gens-là disent que moi, ils trouvent que je produis de la qualité. Et moi, Mhm. je ne suis pas très conscient, je ne suis pas très conscient de mon propre talent parce que, tu vois, comme on dit, tu vois pas le cul sur lequel tu es assis. Tu vois, Mhm. c'est-à-dire que ce que j'admire, c'est ce que les autres savent faire ce que je sais pas faire. Mhm. Et souvent, je dis, putain, il est vachement balèze, le livre de machin. Et le mec me Mhm. dit, ouais, enfin, comprendre l'Empire, c'est bien aussi. Et je dis, ouais, ouais, c'est vrai, bien sûr, mais bon, ça, c'est moi qui l'ai fait, donc voilà, Ouais. je ne suis pas Mhm. ébloui par moi-même, tu vois. Et je suis très admiratif. J'ai cette capacité d'admiration qui limite mon côté jaloux, ou mon côté, tu vois, le côté, le mauvais côté de la force, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mhm. Tu Non, mais vois, là, c'est si beau je d'admirer. Donc, si je c'est très récapitule, important. Quelqu'un qui n'est que dans la jalousie et dans le désir de détruire, il mhm. doit avoir une vie horrible, tu vois, parce que moi, ce que j'adore, c'est voir un peintre, tu vois, là, je regardais encore les nymphéas de Monet, là, c'est Monet, oui, et je me dis, putain, quelle beauté, tu vois, et je me Et dis, putain, l'émerveillement. D'ailleurs, voilà, j'y arrive. Alors, j'aimerais juste rapidement récapituler les différents éléments qui permettent de s'accrocher, de tenir le coup. Donc, il y a premièrement une spiritualité intelligente autour d'un Dieu d'amour infini et l'amour du prochain et toute la morale qui en découle. Le deuxième élément, c'est le travail, un travail non parasitaire, un travail qui produit du sens et un travail qui est légitime et qui profite à la collectivité. Donc, tous les gens qui remplissent des fichiers Excel, trouvez-vous un vrai job, peut-être moins rémunéré pécuniairement, mais plus symboliquement. Troisième élément, intégrer un collectif, une communauté de valeurs ou une communauté autour même d'un sport. Vous avez évoqué la boxe, ça peut être les n'importe deux, moi, j'ai ou fait les toujours les deux, deux. voilà, valeurs et boxe. Et puis, il y a le corps, travailler le corps. Effectivement, il n'y a pas que l'âme qui flotterait dans un ciel éthéré, mais également un corps qu'il s'agit de sculpter. Voilà. Et puis, il y a un élément qu'on a évoqué hier en off qui Attends, sur m'intrigue. le corps, sur le corps, je t'arrête tout de suite, il y a une chose très simple. On est tertiarisé totalement, nous, c'est-à-dire qu'on Oui, passe la majeure partie de notre temps derrière assis un sur une bureau chaise ou la à taper voiture. sur l'écran ou à Mm. lire. Et puis en plus, si on a un véhicule, après on est assis dans une bagnole. Bon, moi je préfère faire de la moto, ça met le corps un peu plus. Donc si Mm. tu vas pas faire un peu de gymnastique 2, 3 fois par semaine, tu deviens un être déséquilibré. Et souvent d'ailleurs, tu as des problèmes d'obésité, tu sais, de taux de sucre, etc. Mhm. Et moi j'ai 66 ans cette année, et je me pose la question, tu sais, d'arriver à durer. C'est-à-dire qu'il faut respecter ton véhicule qui est ton corps. Et pour ça, comme on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, tu vois, et qu'on est malheureusement. Moi, je vois pas d'animaux obèses hein, quand je regarde les Mm. documentaires animaliers. Je vois pas. Les seuls animaux obèses, c'est les animaux de compagnie, hein, Oui. qui ressemblent à leur maître ou à leur maîtresse. Donc là, l'obligation du sport, c'est simplement aussi une question de santé physique stricte, hein. C'est que sinon, Et de moi, fait tu de vois, santé mentale, et de santé mentale et intellectuelle. Un et puis corps aussi malade produit. de respect de soi-même et des autres. Moi, Mm. dès que je prends un peu trop de gras, que, tu vois, un peu de surcharge pondérale, j'ai honte. Je me Ouais. dégoûte. Je regarde dans la glace et je dis, tu es lâche, tu es faible, tu as pris du gras, tu vois. Mhm. Et l'air de rien, quand tu... sans déconner, j'ai un certain mépris pour les obèses, hein, je te le dis. Alors évidemment, il peut y avoir des obèses pour des raisons qui les dépassent, je veux pas Oui, être méchant. génétique ou autre chose. Non, Mais mais quand tu te laisses c'est aller inscrit quand tu te laisses dans aller notre comme nature. ça et que tu crois que tu affirmes ta différence, c'est que tu emmerdes le Mhm. monde avec ta mauvaise odeur de transpiration ou que tu es assis dans l'avion, tu sais, le mec, il a ses bourrelets qui débordent sur toi. Mhm. En plus, tu es laid à regarder, tu es profondément laid et dégoûtant. J'estime que tu agresses les autres. Tu te respectes pas, tu respectes pas les autres. Et Mhm. donc, moi, j'ai beaucoup aimé qu'en Corée du Nord, j'ai pas vu un obèse, quoi. J'ai vu que des mecs athlétiques. Et je me suis dit, ça, c'est une société spartiate. Si Sparte existe encore quelque part, c'est en Corée du Nord, hein. C'est pas en Israël, hein. Je réponds Mhm. à Goldnadel qui me disait qu'Israël était la nouvelle Sparte. Voilà, Et Sparte, surtout je la- ne l'ai la- vu la- qu'en Corée du Nord, nulle part ailleurs, hein. Même pas en ouais. Russie. Enfin bon, c'est un autre Mhm. sujet. Mhm. Mais tu vois, il y Alors a ça le, aussi. ouais. Respecter son corps, respecter les autres par le spectacle que tu offres par ton physique, c'est pareil aussi l'hygiène, tu vois.
Un type que j'ai découvert est un petit salopard qui s'appelle Vincent Lapierre. Il était sale, tu vois. Je logeais dans un local, il faisait jamais le ménage, il puait, il avait les pieds dégueulasses parce qu'il faisait des entraînements de boxe taille avec nous. Et je me dis, ce mec, il faut être très narcissique pour être crado. Et j'ai vérifié ça chez les gens d'une certaine communauté. Ils sont tellement narcissiques que leur mauvaise odeur, ils croient que ça sent bon et ils l'imposent aux autres, tu sais. J'ai vérifié ça, ce côté très. Tu rentres tu sais, dans une école talmudique, tu n'as que des obèses qui puent, tu vois, et physiquement répugnants. Je suis désolé. T'es pas face à des hoplites grecs, hein, tu vois. D'accord. Ça, c'est des fondamentaux pour moi. Il y a la laideur, tu vois, la laideur. Moi, je me dis, à un moment donné, je me dis, Dieu, si Dieu est Dieu, il n'a pas pu choisir comme peuple élu un peuple aussi laid, tu vois. Toi, c'est carré, quoi, comme phrase, tu vois. Alors, l'image ne bouge plus. Il y a un mensonge, tu vois. Ouais. Tu vois. Parce que la beauté, l'identité du vrai, du bien et du beau, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Tout à Et fait. donc, même si t'es pas beau, tu dois travailler à une présentation correcte, tu vois. Habiller correctement, te laver, tu vois, ne pas puer, ne pas être dégueulasse, avoir les dents propres, tu vois, des gens qui te parlent avec les dents dégueulasses parce qu'ils se lavent pas les dents. Il y a tout ça, et à un moment donné, ça te donne simplement, je dirais, une discipline de vie qui est assez proche de la vie militaire, de la vie, enfin de la vie collective, parce que dès que quand tu es dans des trucs, t'es dans des dortoirs à plusieurs, il n'est pas question de puer des pieds, etc., etc., tu vois, et de ne pas faire ton lit, etc. Et ça, tu vois, cet individualisme materné de l'immature fils à maman, etc., même s'il se croit nietzschéen à des moments, parle de personne là, mais les fondamentaux, ils sont là, tu vois. Faire ton lit, Moi, par exemple, je n'ai jamais eu de femme de ménage. J'estime scandaleux qu'un type comme moi, de la classe moyenne quand même, du tertiaire relativement privilégié, fasse faire son ménage par une femme qui a des gosses, qui fait déjà son ménage parce qu'elle est pauvre, et le ménage de je ne sais pas combien d'autres personnes. Je nettoie mes chiottes moi-même. Je trouve ça honteux et scandaleux. Et même quand je vais à l'hôtel, je suis toujours un peu gêné. Tu vois, que quelqu'un fasse mon lit, nettoie mes chiottes, nettoie ma merde, etc. Je fais ma lessive, je fais mon ménage. C'est un très bon exercice, d'ailleurs, le ménage, de méditation intérieure et de sport, tu vois. Ça fait du bien mentalement, d'ailleurs. Etc. Parce que tu réfléchis pendant ce temps-là et tu restes connecté, pas de façon virtuelle, machin, mais à la réalité du monde du travail. Hein. Là où le balai ne passe pas, la poussière ne s'en va pas toute seule. Qui enlève la poussière, tu vois? Qui enlève ta poussière, tu vois? Alors moi, je ne vais pas faire le ménage pour les autres, mais j'estime que je dois au moins faire mon ménage, tu vois? Et je ne peux pas croiser le regard d'une femme de ménage. Tu vois, c'est qu'il ne pose pas problème aux féministes qui, pendant qu'elles militent, c'est il y a toujours des ce que femmes j'ai de dit dans ménage les interventions politiques. effectivement, Si vous je l'ai pouvez dit être à plusieurs féministe, c'est reprises, parce que pendant que vous faites de la politique, il y a une femme de une autre ménage femme. qui fait le ménage pour vous et qui garde vos gosses pour vous. Alors, Ça Alain Soral, dernier élément, parce que malheureusement on est limité par le temps, on est déjà à presque 3 heures. Il y a un dernier élément. On est sorti un peu de livre. On est sorti Non, mais c'est bien. Enfin, il faut le compléter par du vécu et par de l'expérience. Il y a un dernier élément que vous avez évoqué hier en off, la musique, pour échapper à la Ah oui, salle. c'est vrai, j'ai oublié ça. Oui. Le Alors, repos du concept. pourriez-vous approfondir? Voilà. Parce qu'à un certain moment, la machine doit se reposer, il faut se déconnecter. Oui. Et puis aussi, on a oublié un truc, c'est l'amour. Rencontrer une compagne qui soit réellement l'être complémentaire qui vous permet d'avancer, la notion de couple. Ouais. Hein, il y a le collectif et il y a le couple. C'est très difficile aujourd'hui de rencontrer l'être avec qui vous allez pouvoir faire couple et qui fait que la vie est plus facile et puis que l'amour peut s'exprimer dans l'intime, etc. Donc le couple, j'en ai pas parlé, mais c'est fondamental. Tout ce qui nous permet de sortir de la solitude, quoi. Hein. Et puis la musique, c'est autre chose, c'est le repos du concept. C'est-à-dire que quand on est un peu doué pour les idées, hein, vous êtes doué pour les idées, ça veut dire que vous aimez les idées, mais que les idées vous aiment bien. C'est-à-dire qu'elles vous interpellent souvent. Le cerveau travaille tout le temps. Et à un moment donné, moi, j'ai par exemple le problème de l'insomnie. On a beaucoup de mal à ce que le cerveau s'arrête. Hein. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on écrit, c'est que si on dort pas facilement, donc on lit, on prend des notes, et puis on pense même malgré soi. Hein. Les idées viennent toutes seules, souvent. Les médiations s'établissent toutes seules. C'est assez magique parfois. C'est au bon sens, mais c'est bien sûr, tu sais, la connexion qui se fait d'elle-même, la pensée automatique, hein, qui se travaille, mais qui existe aussi. Tout ça a été pensé par d'autres, hein, ça existe. Et donc la musique, parce que la musique, c'est la beauté, mais la beauté qui ne passe pas par le langage qui est toujours lié au concept, qui serait la littérature, même la poésie, tu sais. C'est la beauté au-delà de la forme idée, de la forme écriture, etc. Et moi, je vis de musique.
J'écoute de la musique tout le temps, même quand j'écris, mais de la musique sans texte, pas de la chanson. Et toute ma vie, quand je veux vraiment décrocher, je m'allonge, je prends mon casque, j'ai un très bon casque stéréo, là, un Grado, et SR1, et je m'écoute soit du jazz, soit de la musique classique, tu vois, pour me ressourcer, me reposer et baigner dans le beau, et le Mhm. beau qui est au-delà de la question, je dirais, du vrai et du bien, tu vois, la musique, Mhm. c'est du vrai et du bien en soi, tu vois, par le beau, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de, c'est pour ça que j'aime pas la musique militaire, j'aime pas la chanson militante, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mhm. Je, j'écoute Debussy, tu vois, enfin, j'écoute de tout d'ailleurs, hein. Et je pense que je suis toujours étonné des gens qui n'aiment pas la musique et qui vivent sans musique. Par exemple, je me rappelle que Chirac était fermé à la musique. Il voyait pas l'intérêt de la musique, ça l'intéressait pas. Je me pose cette question, comment des gens peuvent ne pas aimer la musique ou ne pas avoir besoin de musique? Moi, fondamentalement, mon équilibre, mais j'ai parlé de plusieurs choses, mais effectivement, c'est la musique. Toujours dès que j'arrive dans un endroit nouveau, etc., c'est quand je voyage, j'ai toujours tu sais, ma petite truc Bose, là, tu sais, pour avoir un bon Mhm. son, ma playlist, etc. Et je ne peux pas vivre sans musique et je pense que la musique fait beaucoup de bien. Alors, par contre, ce que je fais remarquer, c'est qu'il ne faut pas demander à un musicien ce qu'il pense politiquement. Un Ah musicien, oui, en c'est général, c'est... ouais. il n'y a Mhm. pas plus con qu'une interview de musicien, tu vois. Et c'est pour ça que j'aimais bien la pop musique anglaise. Je faisais toujours un grand effort pour ne pas comprendre les paroles, tu sais. Mhm. Si tu écoutes la chanson Imagine de Lennon, Ah ouais, c'est elle est nul. belle. Et si Ouais. tu traduis le texte, là, ça fait très mal. Tu vois, c'est Ouais, ça fait causerie, mondialiste, ouais. surtout quand tu connais la Naïveté. chanson française, un texte qui est quand même beaucoup plus raffiné, qui est Oui. directement issu de la poésie, tu vois, de la poésie française, qui est quand Et de même la l'idée. tradition des bardes et des... Ouais. Donc effectivement, la musique. Et moi, par contre, Mhm. je suis étonné de gens qui ne sont pas sensibles à la musique, qui n'aiment pas la musique ou qui sont fermés à certaines musiques. Tu vois, moi, j'ai, j'ai d'abord écouté la chanson française de qualité par mes parents, là, un peu de musique classique par mes parents. Après, je me suis intéressé par moi-même à la pop musique. J'ai fait mon chemin dans la pop musique en choisissant ce que je trouvais bien et moins bien. Après, je suis allé vers le jazz parce que je voulais aller un peu plus loin, tu sais, que la pop musique. Et j'ai remarqué qu'il y a des gens, à un moment donné, le jazz, ils y arrivent pas, tu vois, ils y arrivent pas, Mhm. ça bloque. Et ça, c'est des étonnements que j'ai. Moi, j'aime toutes les musiques. Je suis même capable d'écouter, tu vois, Wozzeck d'Alban Berg, tu vois, qui est de l'opéra de musique Mhm. relativement contemporaine. Bon, je vais pas au-delà, hein. J'aime le flamenco gitan. J'aime le blues, tu vois, le Mhm. blues noir américain, tu vois, des années même 20-30. J'aime le jazz fusion, j'aime évidemment toutes les chansons françaises à texte, tu vois, Fréhel, évidemment Piaf, etc. Je n'ai pas de limite. Pour moi, il y a la bonne et la mauvaise musique, c'est tout. Tu vois. Mhm. Et je suis étonné effectivement que des gens soient fermés à certaines musiques et qu'ils n'arrivent pas. Ils te disent c'est du Après, bruit et c'est je comprends. des questions de caractère, de tempérament, Ouais, je sais de pas, de culture sensibilité. également, et des barrières culturelles des Et là, j'ai fois. pas de réponse. Il y a des gens qui ne sont pas Ouais, sensibles à la ouais. musique, qui sont sensibles qu'à de la musique très. Par exemple, il y a des gens qui disent ils adorent Michel Berger et Jean-Jacques Goldman. J'ai à un moment donné, quand on aime la chanson, il y a moyen d'aller au-delà, tu vois. Ouais. Et moi, je ne peux pas m'extasier devant. Il jouait du piano debout de Jean-Jacques Goldman, chanté je sais, par France Gall. Enfin, pour moi, c'est ouvertement de la merde. Alors, je Mhm. pourrais être un peu dire oui, mais c'est pas gentil pour le petit peuple qui ne peut pas accéder, si tu veux, à Miles Davis parce que ça demande des initiations. J'ai dit, oui, d'accord, mais là-dessus, je fais pas d'égalitarisme, tu vois. Mhm. Je suis élitiste, voilà. Dans l'art, de toute façon, il n'y a pas de, y a pas de principe démocratique dans l'art. L'art est Mhm. intrinsèquement élitiste. On va vers le plus beau. On se dit pas c'est pas si mal pour quelqu'un qui sait pas dessiner ou c'est pas si mal pour quelqu'un qui sait pas peindre, tu vois. On Ouais. préfère voir un maître, tu vois. Tu vois, voilà. Donc être élitiste dans l'art, voilà, si on doit être élitiste, soyons-le dans l'art, c'est-à-dire Mhm. dans le beau, parce que ça n'a pas de conséquences néfastes politiquement, je dirais. Ça peut Ouais. être une leçon, ça. Et moi, je me méfie des gens qui ne sont pas sensibles à la musique ou qui n'ont pas besoin de musique pour vivre. Mhm. Je- Si à la limite, toi, je choisis des ministres pour faire de la politique, je vais leur demander leurs goûts musicaux, tu vois. Et je vais me méfier des mecs qui ont des goûts de chiottes. Bah, ça renvoie à Nietzsche qui disait que je ne croirais qu'en un Dieu qui saurait danser. Oui, oui, sans doute. Mais je te dis, moi, Nietzsche, comme c'est pas vraiment un penseur du concept, Voilà, c'est c'est un des penseur aphorismes. de l'intuition, de l'ironie. Ouais.
de l'aphorisme. Hmm. Je pense que c'est un génie. Hein, Ah oui, un génie foudroyant. Mais mon prochain livre, d'ailleurs, je suis en train de travailler dessus. Je me dis, je me suis adonné au sérieux, à l'exigence, on va dire, hegeliano-marxiste, par comprendre l'Empire et comprendre l'époque. Je vais me faire un petit plaisir un peu récréatif. C'est un peu nietzschéen dans mon prochain livre. C'est-à-dire, c'est des Hmm. aphorismes, tu sais, Ouais. des phrases ciselées, très denses, qui demandent à Hmm. être comprises, tu vois, qui demandent plus à être comprises, dans laquelle je ne fais pas l'effort d'explication. Je joue Hmm. sur la figurance. Et ça, je pense que c'est ce que je parlais avec un prof de philo qui me respecte beaucoup, parce que j'aime bien que parfois un prof de philo me dit, Alain, tu es un très bon philosophe. Et le mec, il est agrégé. Tu vois. Je me dis, ça fait Hmm. plaisir, parce que des fois, je doute. Je me dis quand même, je suis quand même un voyou, tu vois. Et il me dit, Nietzsche, c'est le philosophe qu'il faut lire en dernier, tu vois. Hmm. Après avoir Ouais, lu il faut Hegel, Kant, avoir, Schopenhauer, tout à fait. voilà, il faut d'avoir à faire Tout à fait. toute l'histoire de la philosophie pour oser parler de Hmm. Nietzsche. Parce que si tu dis je suis nietzschéen parce que je suis fasciné à la lecture de Ouais, Ainsi parce que parlait je l'ai lu à 20 ans. et que tu as Hein, 22 ans, tout à fait. c'est vrai que c'est fascinant, Nietzsche. Mais je veux dire, en réalité, tu n'as rien compris. Quoi. Je veux dire, Tout donc, à fait. Mais parce que Nietzsche, s'orienter, il dialogue dans ses aphorismes avec toute l'histoire de la philosophie, avec Socrate, avec les oui, mais présocratiques, donc avec Hegel, avec Kant. il faut avoir bouffé tout le reste. Et Tout à moi, j'en ai fait. vu des Ouais. types qui te disent lis Nietzsche et ne lis pas les autres. Tu vois, je Ah ne vais oui, pas bah faire ça. une référence à Rojdi, mais je veux dire, Ouais. pour pouvoir s'intéresser à Nietzsche sérieusement et dire qu'on est nietzschéen, il faut quand même être capable de voir de quoi il parle Tout à profondément. fait. Et lui, il parle quand même, il s'affronte, il se coltine, hein, Mhm. parfois même au marteau, il se coltine l'histoire de la philosophie. Hein. Tout à fait. Voilà. Même si sur le socialisme, comme c'est en temps réel, malheureusement, il ne connaissait pas assez bien pour pouvoir vraiment être très Mhm. performant. Mais ça n'empêche pas d'admettre que c'est un génie. En plus, il y a un génie de la forme aussi, et puis Oui, on est d'accord. un génie du courage aussi. Hein, une Mhm. vie. C'est pas la même vie de souffrance que Marx, qu'on a pris aussi plein la gueule, faut pas oublier. Hein. Ouais. Mais Bah, lui, c'est, il l'a pris. alors, ça serait très beau de faire un espèce de biopic où on Mhm. compare la vie de sacrifice et de souffrance de deux géants complètement différents, qui sont quand même pas très loin dans le temps et qui sont dans le même univers Mhm. culturel, le martyr de Nietzsche et le martyr de Marx. Et moi, je me suis toujours posé cette question, lequel avait le plus donné, tu vois, en termes de sacrifice, tu vois. Mhm. Et puis après, ceux qui, toi, Michel Onfray, qui sacrifient pas grand-chose, tu vois, il y a, comment tu peux être un grand novateur de la pensée et un combattant de la pensée en souffrant si peu. Mhm. C'est-à-dire, tu es invité sur tous les plateaux de télé. Alors, il y a le cas de Todd, tu vois, qui est malin, tu vois, qui pose pas la question du qui, tu vois. Mhm. Pose jamais la Et question. encore, et c'est déjà, on le voit comme étant subversif. Et on l'invite pas partout et on Oui, le. oui, mais lui, il sait ne Voilà, pas ah aller oui, au-delà oui, oui, tout à fait. La il question franchit du pas la qui. ligne. Il franchit pas la ligne. Il te dit, Mhm. l'Amérique est détruite parce qu'on est passé d'un système de valeurs qui permettait un capitalisme fonctionnel qui s'appelait l'idéologie protestante. Alors, c'est du Max Weber. Et malheureusement, on est passé du protestantisme effectif au protestantisme zombie et aujourd'hui au protestantisme Mhm. zéro. Là, la question que je lui pose solennellement, est-ce que c'est de l'entropie, c'est-à-dire que ça dégénère tout seul, ou est-ce Mhm. qu'il y a des forces destructrices qui Qui agissent? accélère et qui. Mhm. Voilà. Et là, c'est la question du qui. Qui a fait qui ou quoi? Alors, le quoi et le qui et quoi a fait qu'on est passé du protestantisme effectif au protestantisme zombie au protestantisme zéro, dont il admet que c'est le chaos. Hein, que c'est le Mhm. chaos. Tout à fait. Et ça, c'est la question que j'ai envie de lui poser. D'où Voilà. le fait que l'optimal serait de lire du Soral et du Todd. Oui, mais moi, de toute façon, je lis Todd, je lis Michéa. J'ai plus d'admiration pour Kluskar ou Christopher Lasch. Parce que le mec, Mhm. putain, dès les années 60, il a tout dit Il a tout sur vu. la trahison Les des élites, élites, le ouais. narcissisme, c'est incroyable. Ouais. Euh, mais je suis pas, tu vois, je vais pas lire Todd en disant salopard, il va pas jusqu'au bout, il me laisse faire le sale Non, boulot. mais on apprend des choses. Le mec Mais est brillant en termes d'analyse et c'est beau, il est bon, puis il est élégant. Aussi, il y a un truc, il est mhm. élégant. Il y a Tu des vois, choses à prendre. Onfray est un type vulgaire, tu vois, Ouais, ouais. vulgaire. La phrase qui vient de sortir sur les pleurnicheries des Palestiniens, Ça, c'est c'est abject. éminemment vulgaire. Je verrai jamais Todd dire ce genre de conneries, tu vois. Tout à fait. Et voilà, et Onfray est un être vulgaire, voilà, et il est Mhm. vulgaire dans tous les sens du terme. Sa philosophie est vulgaire, son public même, ces espèces de séminaires pour bonnes femmes là, Mhm. Et la quand cité même, populaire. Mhm. et qui est aussi dans la tradition sartréienne.
Tu sais, la philosophie comme moyen de séduction. Hein. En plus, j'ai les biscuits sur ce sujet-là. Il ne faudrait pas qu'il la ramène trop, tu vois. Parce que moi, c'est fait document aussi. Ouais. Tu sais, chaque problème a un nom et un prénom, tu vois. Chaque Comme disait Staline. Et il faut aller à la biographie souvent, tu sais. Tu Ouais. comprends souvent des choses. Parfois, tu sais, tu es sur le concept pour comprendre des choix de pensée. Tu vas à la biographie, tu comprends mieux, tu vois. Tu regardes l'épouse, tu vois. Tu regardes la grand-mère, tu regardes l'éditeur, tu vois. Ouais. Et trivial, tu vois. Il faut aller de la plus haute attitude conceptuelle et au plus bas trivial, tu sais. Toujours, comme l'amour et les mathématiques appliquées, toujours maintenir ensemble ces deux pôles extrêmes, tu vois. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, fait document, comprendre l'époque, tu vois. Ces deux éléments d'un travail global, tu vois, qui se complètent parfaitement. Et les gens qui diraient, moi, j'aime bien le livre et le concept, mais je trouve vulgaire, tu vois, d'aller aux biographies, il n'a rien compris à la politique, tu vois. Il faut faire les deux, tu vois. S'intéresser à l'œuvre de Marx et à la vie de Marx. S'intéresser à l'œuvre de... Bon, l'œuvre de Staline écrite, elle n'est pas très importante, mais elle existe quand même. Et à la vie. Et je veux dire, là, tu es dans la tentative de la totalité, de la compréhension de la totalité de l'être, tu vois. C'est pareil. C'est pour ça que souvent, la psychanalyse, de ce point de vue-là, n'est pas inintéressante, tu vois, de voir le rapport à la mère, au père, donc aux femmes, tu vois, chez un individu, et en quoi ça a pu déterminer certaines prises, tu vois, certaines prises de position politique, décisions, etc. C'est ce travail global qu'il faut faire et qu'il faut faire aussi sur soi. Alors moi, là, je le dis, moi, je l'ai fait, ça s'appelle sociologie du dragueur. Sociologie du dragueur, c'est, dans un premier temps, comprendre qui je suis. Et après, donc, quand tu comprends qui tu es, ça peut éclairer ce que tu veux faire et si ce que tu veux faire a du sens, pas de sens, et moral ou pas moral. Hein, c'est ce travail d'auto-analyse, mais qui passe pas par Par un des trucs. divan, mais par de l'écriture et par de C'est la pour ça que j'aimais bien, moi, l'idée de conceptualisation. l'autocritique dans les cellules marxistes. C'est un peu comme tu sais, les alcooliques anonymes. Dans le monde libéral américain, ça donne les alcooliques anonymes. Et dans le monde communiste, ça donnait l'autocritique, tu vois. C'est tout ça. Il y a à apprendre dans tous ces trucs-là. Moi, j'aime Alain bien. Soral, merci infiniment. Donc, je rappelle. On s'est éloigné totalement du livre, mais c'est normal, c'est la Non, non, fin. mais voilà. Donc, comprendre l'époque. Alors, je rappelle que vous pouvez le commander sur le site de Contre-Culture. Et voilà, on a fait le boulot aujourd'hui. Enfin, Alain Soral a fait le boulot. Moi, je l'ai juste accompagné afin de vous offrir toutes les clés de lecture pour pouvoir entamer le livre. Donc, Alain Soral, vous évoquiez tout à l'heure la médiation nécessaire quand on veut aborder un livre complexe, où effectivement, il faut passer par quelqu'un qui a déjà fait le boulot pour vous accompagner. Ben là, je crois qu'on a fait cela pour les gens qui voudraient Rôle. comprendre le livre, notamment des passages assez compliqués, parce que je vous ai dit en haut, vous avez une haute estime de vos contemporains. Si vous croyez que le livre est aujourd'hui accessible à tout le monde, il l'était il y a Non, il n'est peut-être pas 20 ans. accessible à tout le monde, mais il est pas Et désagréable à lire parce non, il il est est bref. très agréable à lire. Et il y a toujours des exemples et un peu d'humour. Oui, mais il faut que les gens voilà, travaillent un peu et sortent un peu des vidéos TikTok Et de ça 30 aussi, secondes et se mettent prétendre à qu'on bosser peut un peu. comprendre, prétendre qu'on peut comprendre la haute philosophie sans effort, ou qu'on peut comprendre comment fonctionne une centrale nucléaire parce on a une boîte de Lego chez soi, Ouais, c'est mentir. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ça demande une initiation, un travail. tout à fait. L'idée que tout est accessible facilement, c'est vraiment mentir et c'est trahir les gens, quoi. Et d'ailleurs, comme je te l'ai dit, quand j'ai relu pour l'émission Comprendre l'Empire et comprendre l'époque, j'ai découvert des trucs que je me suis dit, tiens, j'avais écrit ça, je l'avais pratiquement oublié, parce que c'est comme le Mhm. sport. Si tu ne pratiques pas tous les jours, tu rebaisses de niveau. C'est-à-dire que là, tu Ouais. es, à haut niveau parce que tu es dans les périodes chaudes de l'écriture intense et du travail, Mhm. etc. Et ben, dès que tu en sors du livre, tu rebaisses. Tu sais, comme un champion de boxe entre deux combats importants. Il prend du Mhm. poids, il n'est pas dans la période de préparation. Et si jamais il rencontre son challenger à ce moment-là, il prend une branlée. Parce Mhm. qu'il faut travailler. Je veux dire, il faut travailler, travailler. Et la philo, rien n'est jamais acquis définitivement, tu vois. Après, il Il y a faut... quand même un élément acquis, ce que je dis souvent aux gens qui me disent j'arrive pas à mémoriser tout ce que j'ai lu. Je dis mais peut-être tu oublies la forme du truc, mais la trame conceptuelle reste. C'est-à-dire que Ah le oui, livre oui. s'oublie en tant qu'information, mais il reste en tant que structure mentale. Et donc, ça augmente votre acuité conceptuelle, votre acuité intellectuelle. Donc ça reste. Enfin, toute cette Ce qu'il faut, c'est capacité. toujours prendre des notes. Tout à fait.
aller au truc simple, tu vois. Moi, c'est Mhm. souvent tu sais, des oppositions duales avec une barre, tu vois, ou des flèches. Ça Mhm. implique ça, ça Le schéma, de ça, schématiser la pensée. ça s'oppose à ça, tu vois, des trucs très Tout à fait. simples comme ça. Tout à fait. Il faut, Moi, pareil, en histoire, j'ai une mauvaise mémoire, une très mauvaise mémoire pour les dates. À la limite, je m'en fous royalement, puisque voilà. mon approche est l'approche de la longue durée. C'est plutôt Brodel et l'école des annales. Mais par contre, je suis relativement imbattable dans tout ce qui est dynamique profonde, historique de longue durée. Mais l'histoire événementielle, ça permet de flatter l'ego et de briller en société, mais techniquement, au niveau du concept, ça ne permet rien du tout. C'est-à-dire de connaître que le 23 novembre 1982 a eu lieu tel truc, on s'en fout à la limite. C'est dans l'agencement global dans lequel s'inscrit l'événement que on peut percevoir les liens et faire de la Moi, je suis pas synthèse. très bon en mémoire, tu sais, très Mhm. précise des noms et des dates. Mhm. Je suis pas très bon. Ah, c'est Par trivial. contre, je suis bon, c'est pour, tu sais, voir les liens entre les Tout à fait. différentes idées, établir les médiations. Mhm. C'est mon talent, c'est ça, parce que je pense que le cerveau, tu lui-même, tu sais, par les neurones, là, tu sais, qui Mhm. se créent des connexions dans tous les Tout à sens. fait. Quand tu fais travailler ton cerveau, tu multiplies les connexions. Tout Et à les fait. connexions, c'est toujours établir des médiations entre des zones de cerveau, Mhm. grandir les quantités et créer des connexions Mhm. entre masses. Et en fait, quand tu lis beaucoup, que tu réfléchis beaucoup, naturellement, au bout d'un moment, ton cerveau établit des médiations assez facilement entre certains penseurs, entre certaines idées. Alors c'est Mhm. souvent analogie, proximité, opposition, Vas-y. complémentarité, engendrement, tu vois, ces Mhm. catégories sont assez simples. L'avant, l'après, le différent, le proche, tu vois, à la base, c'est pas très compliqué, tu vois. Les Mhm. briques de base sont assez simples. Mais après, bon, bah, tu construis ton truc, c'est le château de sable, là, tu vois. Et à Tout à la fait. fin, tu te retrouves sur un truc, tu vois, mon bouquin, là, quand je le relis, je me dis, putain, c'est quand même un sacré échafaudage avec, c'est pas mal. Mais au départ, c'est des prises de notes et dire, il y a la donation de sens par le but, donation de sens par l'origine. C'était mieux avant, ça sera mieux demain. Tu vois, j'écris des trucs comme ça. Mhm. Mhm. La tradition, c'est c'était mieux avant. Le progressisme, c'est ça sera mieux demain. Aussi simple que ça au départ. C'est pas la peine de, comme disait Jean-Paul, comme disait Céline, d'enculer Moumouche, tu vois, tu vois, pour cacher qu'en fait tu dis pas grand-chose. Quand tu Ouais. traduis du Derrida en langage courant, ça dit très peu de choses et en plus c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça dit très Ouais. peu de choses et en plus c'est faux. Et là, tu vois l'escroquerie de ce qu'on appelle le jargonnage. Voilà, échapper au jargonnage. On va arrêter là parce que sinon on en fait Voilà, encore sinon, beaucoup. en tout cas, merci infiniment encore une fois et on remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis. Voilà, Donc, c'est toujours un n'hésitez pas. plaisir, hein, toujours un Bah, plaisir. j'espère qu'il y en aura d'autres prochainement, d'autres Alors maintenant, ce que entretiens. j'attends, c'est les commentaires, parce que les commentaires, c'est toujours marrant. C'est Mhm. le mec qui dit c'est intéressant, le mec qui dit j'ai rien compris, le mec qui dit il dit n'importe quoi, tu sais. Et ça, c'est toujours une sociologie, tu vois, la Tout à sociologie. fait. Toi, tu vois, et puis le mec il va te faire enculer, c'est antisémite. Bon, on aura un échantillon assez représentatif, Il faut garder les j'imagine. commentaires ouverts. Moi, j'adore. Je Ça marche. regarde les commentaires, ça m'instruit. D'accord. Allez, salut à toi, camarade, et Allez, à à bientôt bientôt. et à très bientôt. Au revoir. Merci infiniment. Merci à toi aussi.